donner des trucs. Bon, alors, je peux vous dire, en tout cas, comment je fonctionne. La première indication que je peux donner, c'est ça. C'est prolifique parce que pas toujours sur la même chose, se déplaçant sur des objets différents, tout en ayant quand même une sorte de continuité dans le travail. Bon, après, il y a des petites techniques hein, de méthode, d'écriture. Bon, peut-être attention des plus jeunes auteurs. Le parti de l'exhaustivité, je l'ai abandonné très tôt. Ça fait bien, je sais pas, 15 ans que je sais que pour traiter correctement une question, il ne faut pas avoir tout lu sur cette question. Que c'est une erreur méthodologique que de s'obliger systématiquement à tout ingurgiter avant de produire. Parce que c'est la meilleure façon de ne rien dire de nouveau, hein, c'est-à-dire au fond de faire la synthèse de ce qui a été fait. Donc pour ça, je fais attention à prendre des sujets qui sont des sujets relativement nouveaux. Hein, c'est pas un hasard. Si je travaille aux intersections, c'est parce que peu de gens travaillent aux intersections. Et donc par ce biais, bien, j'ai une certaine liberté d'action. Je ne suis pas dans un terrain qui est déjà superbement orchestré, travaillé. Je suis dans un terrain qui est plutôt vierge, ou en tout cas qui a des dimensions encore assez nouvelles, et qui me laisse donc plus de liberté. Donc ça accélère votre processus de production. Vous n'êtes pas ralenti par la production des autres. Ça, c'est une première indication. Deuxième indication, sur le plan méthodologique, il faut beaucoup faire confiance au cheminement inconscient de la pensée. Nous travaillons, le cerveau travaille hors de notre contrôle. Donc, il y a des petits trucs. Faire un canevas la veille au soir pour une écriture qui commence le lendemain matin, c'est la garantie que le lendemain matin, vous écrivez dès la première heure et vous ne mettez pas 4 heures à commencer à démarrer une écriture. Moi, je suis un matinal, je travaille le matin, je ne travaille pas la nuit, hein, mais par contre, je peux me lever très tôt. Si mon canevas est prêt dans ma tête, je vais me coucher, dans la nuit, ça travaille tout seul. Et le lendemain matin, ben, j'attaque l'écriture. Et à 10 heures, j'ai déjà écrit un certain nombre de pages. Je ne suis pas en train de me réfléchir à ce que je vais écrire. Alors ça, c'est une indication, disons, très quotidienne de l'écriture, mais c'est vrai pour des travaux de plus longue haleine. On a une commande, par exemple, on vous demande de créer une contribution pour des mélanges. Moi, je vais planter mon canevas 6 mois avant, et puis je ne vais plus m'en occuper. Bon, si j'ai éventuellement des éléments d'actualité, je vais mettre ça dans un classeur ou maintenant dans un dossier informatique, mais je ne vais pas y travailler. Mais de fait, j'y ai travaillé. C'est-à-dire que le jour où je l'attaque, ben, j'ai déjà beaucoup avancé dans ma réflexion parce que c'est là, c'est dans le paysage. Donc il faut aussi savoir faire confiance à sa propre capacité à penser les objets sans être nécessairement polarisé dessus. Voilà. Alors cet auteur, il a moins travaillé de mon point de vue sur l'ordre juridique que sur les rapports entre les ordres juridiques et sur ce qu'il appelle, vous le savez, le rapport de relevance entre les ordres juridiques. Et ça correspond bien à ma façon de travailler. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Santi Romano explique à un moment donné dans son travail qu'il y a le droit de l'Église défini par l'Église et il y a le droit de l'Église défini par l'État. Donc cet auteur accepte qu'un objet, ici l'Église, fasse l'objet de deux droits, le droit de l'Église, droit canon, et le droit de l'État sur l'Église. Et c'est exactement ça que je fais dans ma recherche. Je m'intéresse aux différents regards que le juriste peut adopter sur un objet, avec cette conviction qu'il n'y a jamais un seul regard, il y en a nécessairement plusieurs, et que le juriste d'aujourd'hui est un juriste qui doit avoir une mobilité intellectuelle, une capacité à modifier sa perspective par rapport à un objet. On travaille, au fond, et l'appui de Santi Romano, c'est ça, ayez une vision large du contexte juridique parce que ça va vous permettre d'évoluer dans ce contexte et ne vous laissez pas enfermer nécessairement dans des approches de type rapport de système, conflit de système, tel qu'on est habitué à le faire quand on travaille la question des ordres juridiques. En quoi il y a un lien entre ce projet et Santi Romano ? Santi Romano a eu pour mérite de faire entrer dans le droit ce qu'il appelle le fait de l'ordre social
donc un fait, c'est-à-dire on va dire un phénomène que le droit tenait généralement pour antécédent, c'est-à-dire extérieur à ses constructions juridiques. Eh bien, ce que je veux faire avec la circulation totale au-delà du contrôle, c'est exactement la même chose. Je prends un phénomène rare, que je vais préciser dans un instant, et je m'interroge sur la capacité du droit, droit d'aujourd'hui, droit de demain, à traduire dans ses constructions ce phénomène. Et pour cela, il faut que je sorte du droit. Je ne peux pas partir des règles de droit. Pourquoi? Parce que si je pars des règles de droit, je vais constater que la circulation totale au-delà du contrôle est un concept qui n'existe pas. Donc, au revoir mesdames, au revoir messieurs. Le droit n'a rien à dire sur ce sujet, passons à autre chose. Alors, c'est ça que je veux contrarier. Je veux donc dire aux juristes, il faut, sans perdre votre âme de juriste, ni votre savoir-faire, bien sûr, votre maîtrise, il faut sortir des constructions juridiques, approcher un phénomène qui a priori n'a rien de juridique, en tout cas n'est pas proprement juridique, ça c'est sûr, le faire pas tout seul, parce que naturellement le juriste a une vision de la circulation, il voit bien ce que c'est que des avions qui se déplacent, des navires, des marchandises, des personnes, des capitaux, etc. Mais si on décide d'approcher le phénomène dans sa version complexe et peut-être même dans sa version rare, il va falloir aller un peu plus loin que ce cadre très élémentaire d'observation avec des outils qui vont nous venir de la géographie, des quantitativistes en général, pourquoi pas des physiciens, la géographie, je ne sais pas si je l'ai dit, des sociologues, des anthropologues, des économistes, des gestionnaires. Donc il faut s'ouvrir à d'autres disciplines, essayer de les faire parler sur un phénomène, dire ce que le droit a à dire sur ce phénomène, a priori, parce que tel qu'on pourrait l'imaginer, et en avoir une vision plus enrichie que ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. Une fois ce travail effectué, l'idée c'est de traduire dans la règle juridique le phénomène, pour autant qu'on en a besoin. Le droit n'a pas à s'intéresser à tous les phénomènes de circulation au-delà du contrôle, mais il y a quand même des éléments de très grande actualité qui me font dire qu'il y a quelque chose là qui mérite une attention qui n'existe pas aujourd'hui, et c'est là-dessus que je veux porter mon effort. Je m'intéresse à l'hypothèse où l'homme fabrique une circulation et à l'hypothèse ou la sous-hypothèse où cette circulation va lui échapper, à lui ainsi qu'à tout le monde. Circulation totale échappe à tout le monde, au-delà du contrôle. Et ça correspond à probablement notre nouvelle ère géologique, si on accepte de la traiter comme ça, c'est-à-dire l'Anthropocène. Ça correspond au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la technosphère, où le monde ne vit plus sur ses ressources biosphères, historiques, mais le monde est animé par l'activité de l'homme. C'est l'activité de l'homme qui fait tourner le monde, en premier lieu. Et dans cette activité de l'homme qui fait tourner le monde, il y a un phénomène de circulation que l'homme produit. Alors les exemples sont innombrables, j'en prends 4 significatifs. Les données qui circulent dans la sphère numérique, les déchets, l'économie du déchet essaie de circuler, par définition. Donc imaginez tout ce que l'homme est capable de produire comme circulation des déchets qui lui échappent. Je prends un exemple spectaculaire, la constitution d'îlots de plastique en mer de Chine ou dans le golfe du Mexique. L'argent ne fonctionne que par le biais de la circulation. Un argent qui dort n'est pas un argent utile, donc il circule. Nous savons, par des phénomènes hautement spéculatifs et par des procédés complexes de la finance, eh bien que l'homme crée des processus de circulation d'argent qui dépassent l'intelligence humaine et la capacité humaine à le contrôler. Et puis le dernier sujet qui n'a pas de connexion directe avec les précédents et qui est hautement tragique, c'est bien sûr la question des migrants, compte tenu du contexte géopolitique qui est celui du monde aujourd'hui et qui met face à des phénomènes de circulation de personnes qui dépassent les constructions actuelles. Donc on a un phénomène qui est d'une grande actualité.
La circulation existe bien sûr bien avant, mais là, la particularité, c'est que c'est l'homme qui produit cette circulation et qui arrive à un point tel qu'il est incapable, dans une proportion à définir, il est incapable de la contrôler. Et ça, je vais en faire un objet du droit. Potentiel, c'est mon hypothèse. Si je devais donner une comparaison, je vous dirais que j'essaye de faire avec la circulation totale au-delà du contrôle ce qu'un auteur comme Lemkin, qui a fini dans la pauvreté la plus grande, sans notoriété aucune, donc il ne voyait pas de vision mégalomaniaque de ma part, a fait avec le génocide. Voilà un homme qui s'est battu pour faire comprendre aux acteurs, en l'occurrence du droit international, on est dans le cadre du procès Nuremberg, que certains crimes, par leur ampleur, étaient inappropriables ou inappréhendables par les mécanismes ordinaires de la justice criminelle. Alors il explique ça. Le génocide crée des phénomènes de pétrification où l'ensemble des acteurs, victimes et bourreaux, sont inactifs parce qu'ils sont totalement dépassés par l'ampleur du phénomène dont ils ont été, malgré eux ou par leur volonté, les acteurs. Il y a une sorte de culpabilité qui tient tout le monde et qui fait qu'on n'agit pas. Et quand on agit, quand des courageux agissent, ils trouvent des outils qui ne sont pas capables de rendre compte de la globalité, de l'horreur du phénomène génocidaire. On va agir contre un criminel, voire deux criminels, plusieurs criminels, mais quel est l'outil juridique qui est capable de rendre compte du phénomène dans sa globalité? Il n'y en a pas à l'époque. Et donc cet auteur a cette idée géniale de donner un nom au phénomène et d'en faire un objet support de droit. Alors ça marche et ça ne marche pas. Malheureusement, le phénomène génocidaire ne s'est pas éteint à la suite de ce travail et de sa reconnaissance internationale en 1948. Mais le travail, la démarche a été menée en ce sens et grâce à cet outil, on sait de quoi on parle. Et bien, je veux faire exactement la même chose avec la circulation totale au-delà du contrôle. Je veux qu'on lui donne un nom pour qu'on puisse en parler. Ça ne veut pas dire qu'après il faut agir, ça n'a pas de lien avec le génocide. Il y a des circulations totales au-delà du contrôle qui produisent du bien, pas nécessairement du mal, donc ce n'est pas du tout comparable sur le contenu, mais dans la démarche c'est la même chose. C'est ça l'idée générale du projet.